Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui et rebonjour aux autres. Bienvenue dans cette deuxième session de notre séminaire de cette année, le droit international des régions. Et nous avons la grande chance aujourd'hui d'accueillir mon collègue Mathias Forteau de l'Université Paris-Nanterre. Mathias Forteau est professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Et comme nous l'avons indiqué sur le programme, il n'est pas seulement professeur de droit international public, mais aussi membre de la Commission de droit international des Nations Unies. Il est actuellement dans son deuxième mandat. Il y a eu une interruption. Voilà, c'est compliqué, mais en fait, il est membre depuis longtemps, très expérimenté de cette commission, ce qui nous enchante tous, ce qui est une très bonne chose. Donc on est très heureux de le recevoir. Et actuellement, il est responsable d'un rapport, il est rapporteur spécial sur le sujet des accords internationaux juridiquement non contraignants, qui est un thème vraiment passionnant et sur lequel on a vraiment besoin de clarté. Donc peut-être que vous en parlerez tout à l'heure dans votre propos. Alors, je l'ai dit, Mathias Forteau est spécialiste de droit international public. Quoi exactement en droit international public ? Eh bien, on pourrait dire... Ce n'est pas une injure, parce que je pense que ça s'applique à moi aussi, qu'il est généraliste. Donc c'est un généraliste de droit international public qui s'intéresse et il écrit, il travaille depuis de nombreuses années sur toutes les questions de droit international général. Et dans le cadre de ce travail, il s'intéresse de longue date à la question des formes que prend la régionalisation du droit international, régionalisme, droit international régional, institutions régionales, et plus généralement, on pourrait dire, tout ce qui touche à la coopération régionale en droit international et ce qu'elle fait ou ne fait pas au droit international général. Alors, sa présentation de cet après-midi, sa conférence, s'appuie sur cette expertise de droit international général et cette expérience de membre de la Commission de droit international. Donc nous sommes vraiment gâtés, vraiment privilégiés de recevoir un expert de la question sur le thème droits régionaux et le régionalisme dans les travaux de la Commission du droit international des Nations Unies. Un grand merci, cher Mathias, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un grand merci à vous, chère Samantha, pour cette invitation. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, il m'appartient donc aujourd'hui de vous entretenir d'un sujet que les non-spécialistes trouveront sans doute passablement obscur, mais que les spécialistes trouveront peut-être, eux, un peu trop évident. Ma mission n'est donc pas très facile aujourd'hui et je me dois à la fois d'être pédagogue pour celles et ceux qui découvrent le sujet et en même temps, c'est le Collège de France tout de même. Et si vous êtes présent aujourd'hui, c'est sans doute soit que le sujet vous intrigue, soit que vous avez déjà des idées assez affûtées sur celui-ci et par conséquent, les attentes des uns et des autres doivent être comblées. Alors, pour surmonter l'obstacle, puisqu'il s'agit après tout d'un séminaire, je vous propose de procéder de manière ordonnée en essayant de réfléchir ensemble au thème de ce séminaire, au thème de réflexion que Madame la professeure Samantha Besson m'a proposé de traiter. Je tiens vraiment à la remercier bien vivement. C'est un plaisir d'être ici, d'une part, et d'autre part, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'expérimente depuis maintenant près d'une dizaine d'années in vivo au sein de la Commission du droit international des Nations Unies et sur lequel, par conséquent, la vision de terrain va pouvoir peut-être aujourd'hui se marier à une vision un peu plus universitaire du sujet. Alors, ce sujet, quel est-il ? Vous le voyez à l'écran, droits régionaux et régionalisme dans les travaux de la Commission du droit international des Nations Unies. D'entrée, il n'aura pas échappé à votre sagacité qu'une tension apparente traverse l'énoncé de ce sujet. Une tension apparente, je dis bien, car, comme j'essaierai de le montrer cet après-midi, ce qui constituait initialement une tension s'est mué avec le temps en une forme de complémentarité. Quelle est cette tension apparente ? D'un côté, il s'agit de s'interroger sur les droits régionaux, au pluriel donc, ce qui suppose qu'ils sont divers, et sur le régionalisme, au singulier cette fois-ci, qui serait donc un phénomène bien identifié, voire une doctrine ou une idéologie, puisque vous savez qu'en français, le suffixe « isme » est fréquemment employé pour former des noms qui indiquent une notion abstraite du domaine politique, économique, artistique, moral,
comme le marxisme, le surréalisme, le libéralisme ou peut-être aujourd'hui le trumpisme. Cette double référence aux droits régionaux et au régionalisme semble pointer l'existence d'une société internationale fragmentée, archipélisée, pour reprendre un terme à la mode, une société internationale déstabilisée par des forces centrifuges qui verraient les parties se distancier du centre. Et les bouleversements actuels de la gouvernance internationale, et en particulier les premiers mois de la nouvelle présidence américaine, font écho à cette vision passablement pessimiste de l'ordre international. La fragmentation, l'atomisation, le risque de conflit entre blocs régionaux se seraient imposés dans les relations internationales contemporaines. Le droit international ne serait pas unitaire, il se diviserait en plusieurs droits internationaux différents, chacun propre à chaque région du monde, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, et ces approches juridiques régionales s'opposeraient les unes aux autres, le relativisme en matière de droits de l'homme étant l'exemple le plus souvent cité. D'un autre côté, deux facteurs viennent nuancer, voire remettre en cause ce premier sentiment. Tout d'abord, les termes de région et de régionalisme ne sont pas nécessairement des termes péjoratifs et peuvent même au contraire avoir une connotation positive. L'idée de région au pluriel renvoie à la diversité culturelle qui est une valeur positive à défendre. Par ailleurs, il s'agit cet après-midi de s'interroger sur les droits régionaux et le régionalisme, non pas dans l'abstrait, mais plus spécifiquement, vous le voyez, dans les travaux de la Commission du droit international des Nations Unies. Cette référence à l'unité des nations renvoie cette fois-ci à une dynamique centripète qui rapproche les parties du centre. Et cette dynamique centripète est bien entendu incarnée aujourd'hui par l'Organisation des Nations Unies, qui constitue le cadre multilatéral par excellence de la coopération entre les États sur la scène internationale. Nous voilà donc, en apparence en tout cas, en présence d'une tension entre d'une part le régionalisme qu'incarneraient les droits régionaux et l'universalisme qu'incarneraient les Nations Unies. Et il s'agit aujourd'hui de nous demander où se situe la Commission du droit international dans cette tension et quel rôle elle joue à cet égard. Rassurez-vous, j'expliquerai dans quelques instants ce qu'est la Commission du droit international, mais avant cela, je pense qu'il est utile d'insister sur le fait que les régionalismes et l'universalisme ne sont pas nécessairement en tension. Si je puis faire ici une comparaison un peu anachronique, mais qui me paraît tout de même assez illustrative de ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, les particularismes peuvent tout à fait déboucher sur l'universalisme et se mettre à son service. Prenons l'exemple du Collège de France, qui a été créé au XVIe siècle en prenant comme modèle l'université Alcalá de Henares en Espagne et surtout le Collège des Trois Langues de Louvain, qui avait été fondé par des proches d'Erasme pour répandre la pensée humaniste. On voit bien ici que ce qui était à l'origine particulier, deux collèges, l'un en Espagne, l'autre à Louvain, n'a pas empêché qu'on lui assigne une fonction universaliste, répandre la pensée humaniste, et n'a pas empêché non plus sa diffusion comme modèle dans d'autres pays. Autrement dit, le particularisme peut tout à fait venir nourrir et soutenir l'universalisme et ne vise pas nécessairement à s'en distancier, voire à le déstabiliser. C'est cette même idée que l'on retrouve dans le préambule de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité culturelle, qui dispose, je cite, que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l'humanité et qu'elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous, car elle est un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations. Eh bien, nous allons le voir cet après-midi, c'est une dynamique similaire qui est à l'œuvre depuis 1945 au sein de la Commission du droit international des Nations Unies. Cette commission est réticente à consacrer le régionalisme sous sa forme identitaire particulariste. Elle se refuse à consacrer l'idée que le droit international serait conçu différemment d'un continent à l'autre et qu'il n'existerait pas un droit international réellement général commun à toutes les régions du monde.
Tout au contraire, la Commission s'appuie sur la diversité régionale pour mieux renforcer le droit international général. Le régionalisme n'est pas envisagé par la Commission comme une fin en soi. Il est conçu et utilisé comme un moyen au soutien du droit international. Pour vous le montrer, je propose de procéder en 3 temps. Je commencerai par expliquer de manière préliminaire que 1945 a été une date charnière à cet égard et qu'à la création de l'Organisation des Nations Unies a permis de passer d'un régionalisme de combat, certains ont parlé d'un régionalisme défensif, à des relations plus apaisées avec le cadre universel. Ceci étant rappelé, nous explorerons ensemble 2 types de relations que la Commission du droit international entretient avec le régionalisme. La Commission offre tout d'abord un forum d'expression du régionalisme. Elle constitue ensuite une instance de matérialisation du régionalisme, et le tout à chaque fois, vous le verrez, dans le respect de l'universalisme. Commençons donc par le premier point et par conséquent par un peu d'histoire. Avant 1945, et au risque de simplifier les choses, mais la dynamique d'ensemble a bien été celle-ci tout de même, le droit international s'est construit sur une base régionale et inégalitaire. Au risque, encore une fois, de simplifier exagérément l'histoire, qui est bien plus complexe que cela, le droit international a longtemps été dominé à partir du XVe siècle par les puissances européennes. Le colonialisme en constitue la manifestation la plus évidente et je n'ai pas besoin, je pense, d'y revenir. Ce qu'on a appelé dans ce contexte les droits internationaux régionaux sont nés principalement en réaction à la domination européenne, à partir surtout de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Le mouvement que l'on a appelé du droit international américain a été le fer de lance de ce combat dès le XIXe siècle, avant d'être rejoint plus tard, au début du XXe siècle, puis un peu plus loin au cours du XXe siècle, par des mouvements revendiquant l'existence d'un droit international africain et d'un droit international asiatique. Ces mouvements et ces revendications régionaux ont permis à de nombreux États sur la planète de s'émanciper de la tutelle européenne et d'asseoir le principe de l'égalité souveraine des États, et plus précisément de l'égalité souveraine de tous les États, et pas seulement des États européens. Mais cela s'est fait au prix d'une opposition entre plusieurs conceptions ou approches régionales du droit international. En 1919, le pacte de la Société des Nations n'a pu que prendre acte de cette situation d'opposition entre régionalismes juridiques. L'article 21 du pacte, vous le voyez à l'écran, disposait en 1919 que les engagements internationaux tels que les traités d'arbitrage et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent pacte. Autrement dit, en 1919, au début du XXe siècle, l'ASDN était contrainte de coexister avec ces ententes régionales. Un changement profond s'est opéré en 1945 avec la création de l'Organisation des Nations Unies, dont la Commission du droit international est l'un des organes. D'une part, les rédacteurs de la Charte des Nations Unies se méfiaient du régionalisme et du risque de déstabilisation de la paix qu'il recèle. Ils lui ont par conséquent consacré une place réduite dans la Charte des Nations Unies et l'ont placée sous la tutelle et sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies, comme cela découle, par exemple, très clairement, des dispositions du chapitre 8 consacré aux accords régionaux dans le domaine du maintien de la paix. D'autre part, la Charte des Nations Unies a été inspirée par une dynamique universaliste centrée sur les nouveaux besoins de la société internationale et rapidement après 1945 sur les besoins des pays nés de la décolonisation. L'article 103 de la Charte des Nations Unies parachève cette dynamique en prévoyant que la Charte des Nations Unies l'emporte sur toute autre obligation internationale
y compris par conséquent les obligations régionales. Il faut bien prendre la mesure de la révolution opérée en 1945 et de l'objectif que se sont alors fixés les États de rénover, d'universaliser et de démocratiser les relations internationales et le droit international. À partir de 1945, le mantra sera désormais l'égalité souveraine des États et la coopération internationale pour accomplir les buts des Nations Unies. Et ces principes seront rappelés fermement dans une résolution importante de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1970, la résolution 2625, relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération internationale conformément à la Charte des Nations Unies. La résolution 2625 de l'Assemblée générale rappelle en particulier que les principes de la Charte constituent des principes fondamentaux du droit international et elle demande en conséquence à tous les États de s'inspirer de ces principes dans leur conduite internationale et de développer leurs relations mutuelles sur la base du respect de ces principes. Autrement dit, depuis 1945, il existe un cadre juridique général, une sorte de matrice universelle à laquelle tous les États sont soumis. La société internationale n'est donc plus conçue comme un ensemble disparate d'atomes et de régions, mais comme un tout animé par des objectifs et par des principes communs. En ce qui concerne plus particulièrement le droit international, l'article 13 de la Charte des Nations Unies va venir préciser cette dynamique et l'on en arrive avec cette disposition directement à la Commission du droit international des Nations Unies. L'article 13 dispose que l'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique et d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification. Autrement dit, en 1945, les Nations Unies se sont fixés deux objectifs s'agissant du droit international. Non seulement le mettre par écrit, ce qui en soi était déjà un objectif d'une grande importance et d'une grande ambition pour assurer une plus grande prévisibilité et une plus grande stabilité juridique qui est protectrice pour tous les États, mais aussi faire progresser le droit international. Et lorsque l'article 13 vise le droit international, c'est bien entendu ici du droit international à l'échelle universelle dont il s'agit. Ce qu'on vise, c'est le droit international de tous et pour tous. Notez également que l'article 13 indique qu'il s'agit non seulement de codifier et de développer progressivement le droit, mais aussi d'encourager ce développement progressif. Il y a donc un aspect de promotion du progrès en matière de droit international. C'est précisément en vue de remplir ces objectifs que l'Assemblée générale a décidé en 1947 de créer une commission du droit international en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations unies et donc rendant des comptes à l'Assemblée générale et agissant en son nom. À sa première session en 1946, l'Assemblée générale a créé une commission composée de représentants d'États chargée d'examiner comment l'Assemblée pourrait accomplir son mandat au titre de l'article 13 de la Charte. Cette commission, que l'on a appelée la commission des 17, fut composée à l'époque de manière représentative par 17 États, venant de différents continents, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Colombie, Égypte, France, Inde, Pays-Bas, Panama, Pologne, Suède, URSS, Royaume-Uni, États-Unis, Venezuela et Yougoslavie. Sur la base du rapport de cette commission, dite 17, donc, l'Assemblée décida l'année suivante, en 1947, de créer une commission du droit international, en précisant dans la résolution qui crée cette commission qu'il convenait de créer une commission composée de personnes possédant une compétence reconnue en droit international et dont l'ensemble assure la représentation des formes principales de civilisation et des principaux systèmes de droit. Il s'est donc agi en 1947 de créer un organe composé d'experts élus par l'Assemblée générale
et dont la composition devait être suffisamment représentative de l'ensemble des Nations Unies. Je reviendrai plus tard sur cette question de la représentativité. L'article 1er du statut de la Commission, adopté en 1947, reprend l'article 13 de la Charte en indiquant que la Commission du droit international a pour but de promouvoir le développement progressif du droit international et sa codification. Depuis cette date, la Commission se réunit chaque année à Genève, où elle a son siège. En Europe, ça n'est pas anodin peut-être, lorsqu'on travaille sur le régionalisme. Elle se réunit en moyenne de 10 à 12 semaines par an, à peu près 3 mois, entre avril et début août. Elle travaille sur des projets de texte sur des sujets divers, qu'elle soumet, une fois son travail accompli, à l'Assemblée générale, qui décide du sort à réserver à ces projets de texte. Sur chaque sujet dont elle s'empare, la Commission du droit international examine l'état de la pratique étatique, l'état de la jurisprudence et l'état de la doctrine, et elle propose des projets de texte assortis de commentaires explicatifs qui codifient le droit existant et, lorsque c'est possible ou opportun, le développent progressivement. Alors, sans le savoir nécessairement, vous connaissez toutes et tous les travaux de la Commission du droit international. Son travail a été en effet à l'origine de grandes conventions internationales, toujours en vigueur aujourd'hui, les conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ou encore le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, qui trouve directement ses origines dans les travaux de la Commission du droit international. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que, bien entendu, en tant qu'organe des Nations Unies, la Commission épouse nécessairement un credo universaliste. Dès sa première session, en 1949, elle a ainsi adopté une déclaration des droits et devoirs des États, qui dispose en particulier dans son préambule, je cite, que tous les États du monde forment une communauté régie par le droit international, non plus simplement une société, mais une communauté des États. Le développement progressif du droit international exige que cette communauté des États soit organisée de manière efficace. Et dans cette même déclaration de 1949, c'est un des tout premiers textes adoptés par la Commission, elle rappelle qu'un des buts fondamentaux des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Pour atteindre ce but, il est essentiel de faire régner le droit et la justice à l'échelle internationale, et il convient donc de formuler certains droits et devoirs fondamentaux des États à la lumière de la nouvelle orientation du droit international et en harmonie avec la Charte des Nations Unies. Vous avez donc bien ici un credo universaliste avec une mission assignée aux Nations Unies qui est très nettement affirmée et qui est tournée vers l'avenir et vers les nouveaux besoins de la communauté internationale. Malgré cela, et c'est là que les choses se compliquent, il faut bien comprendre que la manière même dont la Commission a été constituée et la manière dont elle travaille, ainsi que ses travaux eux-mêmes, n'ont pas rompu toutes les amarres avec le régionalisme. La situation qui prévaut depuis 1945 repose sur un équilibre subtil entre universalisme et régionalisme. Cet équilibre consiste à rechercher, au sein de la Commission, et autant que faire se peut, une symbiose entre les particularismes régionaux et le niveau universel, en s'efforçant de construire, et au fond ça n'est pas très original, l'unité sur la diversité. La diversité régionale est reconnue, elle est même admise et valorisée, du moment qu'elle ne remet pas en cause, et si possible du moment qu'elle nourrit et qu'elle conforte le droit international général. Ce constat se retrouve à deux niveaux que j'aborderai successivement, je vous l'avais annoncé tout à l'heure. La Commission, je le disais, constitue à la fois un forum d'expression du régionalisme et une instance de matérialisation de ce régionalisme. Commençons par le premier point, la Commission comme forum d'expression du régionalisme. J'essaierai ici de vous expliquer à quel titre, au pluriel, la Commission offre au plan universel un forum d'expression du régionalisme et s'efforce ce faisant d'associer au mieux l'unité du droit international à la diversité du monde, ce qui permet de renforcer
la représentativité du droit international et du même coup d'en assurer une plus grande légitimité et efficacité. Ce souci se manifeste, ou cet aspect se manifeste à 4 niveaux. Cela se constate tout d'abord et sans doute avant tout au niveau de la composition de la commission. Au niveau de sa composition et en vertu de son statut, les membres de la commission sont des experts élus par l'Assemblée générale des Nations unies pour un mandat de 5 ans, renouvelable sans limite, chaque État étant libre de proposer des candidats pour cette élection. L'article 8 du statut de la Commission reprend une disposition comparable à ce qui prévaut pour l'élection des juges à la Cour internationale de justice, à savoir qu'au moment d'élire les membres de la Commission, l'Assemblée doit faire en sorte que, dans l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde soit assurée. Cet article impose donc une exigence de représentativité, mais vous l'aurez noté, il ne la formule pas explicitement en termes de régionalisme. Ce qu'il vise, ce sont les grandes formes de civilisation et les principaux systèmes juridiques du monde, la common law, la civil law, etc. En pratique, toutefois, la mise en œuvre de cette disposition s'est faite sur la base de critères régionaux. L'Assemblée générale, en effet, a mis en place, comme c'est le cas pour beaucoup d'organes des Nations unies, une répartition régionale des sièges au sein de la Commission du droit international. Concrètement, les 34 membres de la Commission sont élus tous les 5 ans sur la base suivante. 5 groupes régionaux ont été constitués. Chacun de ces groupes régionaux s'est vu doté d'un nombre donné de sièges et la campagne des candidats se fait groupe régional par groupe régional. On le verra dans un instant, ces groupes régionaux ont été définis il y a maintenant de nombreuses décennies et leur découpage ne reflète plus fidèlement l'état du monde contemporain et mélange par ailleurs des considérations politiques à des considérations proprement géographiques. Tant et si bien que les régions, au sens de la Commission du droit international, ne correspondent pas nécessairement aux régions identifiées dans d'autres secteurs du droit international ou dans d'autres sciences humaines. Depuis 1981, les 34 sièges au sein de la Commission sont répartis de la manière suivante. 8 sièges pour l'Afrique, 7 sièges pour l'Asie et le Pacifique, 3 sièges pour l'Europe orientale, 6 sièges pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et 8 sièges pour les pays d'Europe occidentale et autres États. Vous avez par ailleurs 2 autres sièges qui sont des sièges tournants, un alternativement pour l'Afrique ou l'Europe orientale et un autre alternativement pour l'Asie ou pour les États d'Amérique latine. Alors, quelques commentaires sur cette répartition. Vous aurez noté tout d'abord qu'il n'y a pas d'égalité numérique totale entre les groupes. Certains groupes ont plus de sièges que d'autres. Deuxième remarque, l'Europe est éclatée en 2 groupes. Vous avez l'Europe orientale et vous avez l'Europe occidentale. C'est un produit évidemment de la guerre froide à l'époque où l'Europe était divisée en 2 blocs. Et en réalité, l'Europe est même divisée en 3 blocs, puisque vous avez des États membres de l'Union européenne qui relèvent du groupe asiatique. Chypre relève du groupe asiatique, là où en revanche, par exemple, la Turquie fait partie du groupe des États d'Europe occidentale. Quatrième remarque, le groupe WEOG, donc le dernier groupe, l'Europe occidentale et les autres États, est un groupe plus politique que géographique. C'est au fond l'ancien bloc occidental de la guerre froide. On y retrouve les États européens de l'Ouest, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, mais aussi Israël. Je précise par ailleurs que si l'élection des membres se fait sur cette base régionale, vous avez également en addition, en quelque sorte, d'autres critères d'élection qui rentrent en ligne de compte, mais qui ne sont pas mis par écrit, mais qui sont quand même importants en pratique. De plus en plus, en tout cas dans les campagnes électorales, le critère du gender. La Commission est malheureusement, et je le dis moi-même sincèrement, beaucoup trop masculine, encore aujourd'hui, et par ailleurs un critère de diversité linguistique, qui est un critère à mes yeux tout à fait fondamental, puisque seul le multilinguisme permet vraiment d'assurer un régionalisme authentique.
Dans le même temps, le multilinguisme transcende les solidarités régionales, puisque sur la base des langues, il y a en réalité des solidarités transrégionales entre les membres de la Commission. Je me sens par exemple personnellement, en tant que juriste francophone, beaucoup plus proche de mes collègues africains, latino-américains ou asiatiques francophones, mes collègues par exemple burkinabés, sénégalais ou coréens, que de certains de mes collègues européens anglophones. Toujours est-il qu'au moment du vote, c'est quand même sur la base de cette répartition régionale que l'élection va se faire. La deuxième manifestation du rôle que joue la Commission en tant que forum d'expression du régionalisme concerne le matériau étudié pour préparer ces projets de texte. Comme je le disais tout à l'heure, la Commission doit examiner la pratique, la jurisprudence et la doctrine pour dégager l'état du droit international sur une question donnée. La Commission s'efforce de fonder ses travaux sur un matériau le plus représentatif possible en provenance des différents pays du monde et donc des différentes régions du monde. Cela constitue évidemment un très grand défi dans une société internationale composée de presque 200 États à l'heure actuelle. La Commission réalise tous les efforts possibles pour y parvenir et, ce faisant, elle est en mesure de rassembler et de diffuser des éléments de pratique étatique très diversifiés, ce qu'à l'heure actuelle aucun organisme comparable à l'échelle du monde ne réalise. Et je dis souvent que la Commission du droit international est l'unique endroit au monde où l'on fait véritablement du droit de manière universelle. Cela étant dit, la Commission inévitablement bute sur certaines limites dans l'analyse de la pratique étatique et du matériau. La difficulté en termes de représentativité est double ici. D'une part, il est difficile en pratique de trouver la pratique ou la doctrine d'un nombre important d'États qui ne disposent pas de vecteurs de diffusion de leur propre pratique nationale ou de leur propre jurisprudence ou doctrine nationale. Pour les États développés, il existe généralement des revues nationales de droit international qui diffusent les pratiques nationales. En France, par exemple, l'Annuaire français de droit international. Aux États-Unis, l'American Journal of International Law. Même chose au Royaume-Uni ou en Allemagne ou en Italie. On doit saluer l'effort réalisé depuis les années 90 par l'Asian Yearbook of International Law, l'annuaire juridique asiatique du droit international, que je vous recommande vraiment, puisque depuis les années 90, il comporte une rubrique très utile qui analyse État asiatique par État asiatique la pratique internationale de ces pays. Mais ces relais de diffusion des pratiques nationales n'existent pas pour un très grand nombre d'États, et en particulier pour les États du continent africain, ce qui fait que la Commission n'est pas toujours en mesure d'identifier de manière représentative la pratique de tous les États. Deuxième obstacle, il y a une difficulté également d'accès linguistique à la pratique. Le degré de plurilinguisme des membres de la Commission est très variable et en pratique, on constate qu'une très grande majorité des membres de la Commission se limite aux matériaux accessibles en anglais. Seuls les francophones et dans une moindre mesure les hispanophones sont vraiment attentifs à faire l'effort d'identifier le matériau dans d'autres langues que l'anglais, mais cela reste encore malheureusement trop marginal. Plus fondamentalement, c'est une mission impossible d'examiner la pratique des États et la doctrine des auteurs dans toutes les langues du monde. Il m'est par exemple personnellement impossible d'avoir accès à la pratique ou à la doctrine chinoise, sauf à passer de longues heures sur Google Translate pour traduire la production chinoise ou la production en birman ou encore dans d'autres langues. De ce fait, le régionalisme dans les travaux de la Commission est potentiellement inégalitaire. Mais, et cela me conduit à mon troisième point, toujours dans cette rubrique sur la Commission comme forum d'expression du régionalisme, l'une des particularités de la Commission du droit international est qu'elle travaille en étroite collaboration avec les États. Chaque année, en effet, la Commission adopte un rapport annuel sur les travaux de sa session. Ce rapport annuel est rendu public. Il retrace tout ce que la Commission a fait durant l'année écoulée et il est transmis à tous les États membres des Nations Unies qui vont chaque automne à New York, pendant ce qu'on appelle la Semaine du droit international, débattre du rapport de la Commission et réagir aux propositions formulées par la Commission. Cela signifie, et c'est très important, qu'il existe un dialogue institutionnalisé
et continuelle entre la Commission du droit international et les États membres des Nations Unies, et par le biais de ces échanges annuels, les différentes sensibilités nationales et les différentes sensibilités régionales peuvent s'exprimer et peuvent être portées à l'attention de la Commission du droit international. Cet échange s'est d'ailleurs vraiment intensifié ces dernières années, puisqu'il y a encore une dizaine d'années, les membres de la Commission du droit international ne faisaient pas le voyage à New York à l'automne pour assister à ces débats. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un passage obligé, même si c'est aux frais des membres de la Commission. Les 3/4 des membres de la Commission passent une semaine ou 10 jours à New York au mois d'octobre pour rencontrer les États et pouvoir interagir avec eux de manière beaucoup plus productive. Là aussi, évidemment, cet échange trouve certaines limites, puisque beaucoup d'États n'ont pas les ressources matérielles et humaines pour participer de manière active à ce débat, et très souvent, ce sont évidemment les grandes puissances qui ont assez de personnel et de ressources pour pouvoir vraiment faire entendre leur voix durant ce débat du mois d'octobre. Mais dans l'ensemble, tout de même, ce sont environ chaque année une soixantaine d'États qui vont prendre position lors des débats au sein de la 6e commission de l'Assemblée générale, et cela permet d'assurer une certaine forme de représentativité régionale de la pratique étatique qui est soumise à l'attention de la Commission. Quatrièmement et enfin, l'article 26 du statut de la Commission reconnaît l'utilité de consultation entre la Commission et les organes intergouvernementaux tels que ceux de l'Union panaméricaine, dont la tâche est la codification du droit international. Sur la base de cet article 26, la Commission a pris l'habitude chaque année de recevoir formellement les représentants d'organisations régionales de codification afin d'échanger publiquement sur les travaux de ces organes et sur les travaux de la Commission du droit international. Cela concerne 4 organes essentiellement: le Comité juridique interaméricain, le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l'Europe, le CADI, l'Organisation juridique consultative pour les pays d'Asie et d'Afrique, et la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Les représentants de ces 4 organes viennent successivement pendant une demi-journée à Genève pendant la session de la Commission du droit international, et un temps d'échange est prévu avec ces organes, temps d'échange qui est public et qui fait l'objet ensuite d'une publication dans les verbatims des sessions de la Commission du droit international. Là encore, ces échanges sont très fructueux. Ils permettent de porter à l'attention de la Commission les sensibilités ou les préoccupations régionales ou les particularités régionales en matière de droit international de ces différentes régions. Si je résume donc, il est manifeste que la Commission, tout en étant un organe universel, est structurée et fonctionne d'une manière qui permet au régionalisme juridique d'y faire entendre sa voix. Reste à savoir maintenant, et ce sera le dernier point de ma présentation, si sur le fond, dans la substance même du droit sur lequel la Commission travaille, reste à savoir si le régionalisme est intégré dans la substance codifiée ou développée progressivement par la Commission du droit international. Autrement dit, la Commission est-elle une instance de matérialisation du régionalisme? Alors je commencerai ici par remarquer qu'il ne fait pas de doute que la Commission a au moins consacré ce que j'appellerais le régionalisme physique, c'est-à-dire le droit international qui concerne les relations de voisinage géographique. Dans de nombreux projets, en effet, adoptés par la Commission, celle-ci fait référence aux régions dans un sens purement géographique, par exemple dans ses projets sur le droit de la mer, sur le droit des fleuves ou sur le droit des aquifères transfrontières, dans lesquels la Commission vise les espaces régionaux concernés par ces ressources aquatiques, les mers régionales ou les bassins fluviaux régionaux, par exemple. Il en va de même dans ses projets en droit de l'environnement, où la Commission vise, par exemple, dans certains textes, je cite, les régions névralgiques de la biodiversité ou la vulnérabilité de certaines régions face au changement climatique. Il en va de même encore dans le projet adopté en 2014 sur l'expulsion des étrangers, où la Commission indique à propos du droit à un interprète en cours de procédure d'expulsion que ce droit vise
toute langue d'usage courant dans la région où se trouve l'État expulsant. Ici, on se réfère aux régions au sens purement géographique. Plus délicate est la question de savoir si la Commission a aménagé ou non dans le droit international général une certaine place au régionalisme juridique, c'est-à-dire aux spécificités juridiques que l'on peut trouver dans certaines régions du monde. Alors, j'essaierai d'apporter à cette question deux réponses. Je montrerai que la Commission a jusqu'à aujourd'hui évité de consacrer ce qu'on pourrait appeler le régionalisme particulariste, mais qu'en revanche, elle fait de plus en plus référence au régionalisme sous l'angle de la diversité régionale comme point d'appui de l'universalisme. En ce qui concerne le premier point, l'évitement du régionalisme particularisme, la Commission a déployé 3 techniques dans ses travaux pour éviter la fragmentation du droit international. Première technique, la Commission s'efforce autant que faire se peut de généraliser les notions ou les règles qu'elle met par écrit en vue de mieux les universaliser ou de les débarrasser de leur particularisme, à plus forte raison lorsqu'ils sont anachroniques. Les exemples sont très nombreux ici, je me limiterai à 2 simplement. Premier exemple, la Commission prend soin dans ses travaux d'abandonner des termes juridiques jugés trop offensants pour certaines régions. Un exemple topique est fourni par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, qui est toujours en vigueur, c'est l'article 38 du statut de la CIJ, adopté en 1919, et qui recense parmi les différentes sources du droit international, je cite, « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». Cette formule, les nations civilisées, qui fleure bon, je ne sais pas si ça fleure bon, qui fleure pas bon le colonialisme, n'est évidemment plus acceptable aujourd'hui par les anciens pays colonisés, et c'est la raison pour laquelle, dans ses travaux à l'heure actuelle, la Commission lui a substitué une autre expression que l'on trouve dans le pacte de 1966 sur les droits civils et politiques. La Commission parle désormais dans ses travaux systématiquement non plus des principes reconnus par les nations civilisées, mais des principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. On généralise, on est beaucoup plus inclusif dans les concepts que l'on va retenir. Deuxième exemple plus technique, afin de tenir compte du fait que certaines régions retiennent une définition particulière des organisations internationales, la Commission a élargi la définition des organisations internationales. Il se trouve en effet qu'en Asie, un très grand nombre d'organisations internationales n'ont pas été créées par des traités, par des engagements contraignants, mais par des instruments juridiquement non contraignants. C'est le cas, par exemple, de l'ASEAN. Cela conduit la Commission du droit international à définir désormais une organisation internationale comme étant toute entité créée par un traité ou par un autre instrument régi par le droit international. C'est un concept très vague. Qu'est-ce que c'est qu'un autre instrument régi par le droit international? Mais cela a permis d'élargir la définition des organisations internationales et, ce faisant, de pouvoir inclure la pratique particulière aujourd'hui des pays asiatiques. Alors, il est évidemment des situations dans lesquelles il n'est pas toujours possible de généraliser, car les disparités régionales ou culturelles ou politiques, très souvent elles s'entremêlent, ces disparités sont trop fortes. Par exemple, en 1914, dans le projet d'article sur l'expulsion des étrangers, la question s'est posée de savoir si la Commission devait intégrer la règle de la non-discrimination, non seulement fondée sur le sexe, mais également fondée sur l'orientation sexuelle. La Commission n'a pu que constater sur la question, je cite le commentaire du projet d'article, qu'il subsiste des différences et la pratique varie selon les régions en matière de discrimination ou de non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, si bien que la Commission n'a tout simplement pas adopté de règles sur la question. En sens inverse, on constate parfois que la Commission du droit international va au fond mettre de côté les pratiques régionales parce qu'elle les juge trop conservatrices et va proposer une solution plus progressiste au niveau universel. C'est le cas à l'heure actuelle en ce qui concerne le droit des immunités.
La Commission propose à l'heure actuelle, dans son projet d'article qui devrait être adopté définitivement cette année, qu'en cas de crime international, eh bien, on puisse poursuivre les agents de l'État devant n'importe quel tribunal à l'étranger sans qu'on puisse faire valoir d'immunité devant ces juridictions étrangères. C'est une position très progressiste. La Cour européenne des droits de l'homme, toute Cour européenne des droits de l'homme qu'elle est, a une position sur la question beaucoup plus conservatrice puisqu'elle applique le principe de l'immunité. Donc c'est un exemple inverse où cette fois-ci on ne tient pas compte du régionalisme pour essayer de faire progresser le droit international. Deuxième technique, la Commission va parfois banaliser le droit régional en l'envisageant comme un droit spécial parmi d'autres, si bien qu'il n'y aurait pas de raison particulière de reconnaître comme une technique juridique à part entière ou comme un ensemble de règles particulières les règles adoptées au niveau régional. Au fond, l'optique consiste à dire ici que rien ne distingue, par exemple, un accord entre États européens d'un accord qui serait conclu entre la France et la Chine, ou entre le Mexique, la Corée ou le Japon. Tous sont des accords particuliers, sans que la problématique régionale ait véritablement ici besoin d'être consacrée comme une catégorie à part entière. C'est d'ailleurs une logique que l'on retrouve dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui ne distingue qu'entre deux catégories d'accords, les accords bilatéraux, les accords multilatéraux, sans qu'on ait une catégorie intermédiaire qui serait les accords régionaux. Dans ses travaux sur le droit international coutumier, la Commission a suivi en 2018 une voie comparable. Elle consacre en effet une disposition au droit international coutumier particulier qui, dit la Commission, peut être régional, local ou autre, et qui se définit simplement comme une coutume qui ne s'applique qu'entre un nombre limité d'États. Et peu importe que ce soit un nombre limité d'États dans une région donnée ou que ce soit des États de régions différentes, c'est parfaitement indifférent au regard du droit international. Dans le commentaire de ce projet, la Commission indique que les règles de droit international coutumier particulier peuvent s'appliquer entre différents types de groupements d'États. On parle souvent de règles coutumières de caractère régional, comme celle particulière au système juridique latino-américain, mais un droit international coutumier particulier peut s'appliquer à une aire géographique plus réduite, par exemple une sous-région, ou même ne lier que deux États. S'il existe généralement, je poursuis la citation, une relation géographique entre les États auxquels une règle du droit international coutumier particulier s'applique, cela n'est pas nécessairement le cas. Donc les solidarités peuvent être deux types divers. La solidarité régionale n'est au fond qu'une solidarité parmi d'autres. On la banalise, on ne la reconnaît pas comme étant une catégorie juridique à part entière. Troisième technique que la Commission privilégie très souvent, on va réserver la question, on va minorer la question. Au fond, pour dire les choses de manière plus directe, on va glisser tout ça sous le tapis. Alors, là aussi, quelques exemples. En 1999, la Commission a adopté un projet d'article sur la nationalité en cas de succession d'États. Alors, la succession d'États, c'est lorsque vous avez un État qui va se diviser en plusieurs États. Éclatement de l'ex-Yougoslavie, par exemple, en 1992. Qu'advient-il dans ces situations de la nationalité des personnes? J'étais national yougoslave, la Yougoslavie éclate, de qui suis-je le national? Au cours des travaux sur ce sujet, la question s'est posée du sens à donner à la notion de famille, au sens du droit de la nationalité. La Commission a constaté dans les commentaires que la notion de famille peut se prêter dans les diverses régions du monde à des interprétations différentes, mais la Commission indique que finalement une succession d'États intéresse habituellement des États d'une même région, partageant une interprétation sinon identique, du moins analogue de cette notion, de sorte que le problème ne se pose que de manière limitée. Donc je n'aborde pas la question parce qu'en réalité, il y a peu de chances qu'elle se pose en pratique. De même, en 2014, dans le rapport final sur l'obligation de poursuivre ou d'extrader les criminels internationaux, il avait été demandé au cours des travaux à la Commission de s'interroger sur l'existence éventuelle de principes régionaux en ce domaine. Dans son projet final, la Commission estime qu'elle n'a pas besoin de discuter de cette question. Même constat ou même dynamique encore en 2022 sur le projet de conclusion sur le jus cogens, les normes impératives du droit international général, au fond l'ordre public international, les normes
auxquelles il est impossible de déroger, la question s'est posée dans le cadre des travaux de la Commission de savoir s'il existait des règles impératives régionales. Est-ce qu'il y a un ordre public européen, un ordre public américain, en plus de l'ordre public international? La Commission, dans ses projets de conclusion adoptés définitivement en 2022, estime qu'elle ne se penchera que sur les normes de jus cogens universelles, sans prendre position du tout sur les normes impératives bilatérales ou régionales. Et c'est exactement la même démarche qui va être suivie cette année sur le sujet des principes généraux du droit international. Dans son rapport de cette année, qui n'est pas encore public, vous en avez la primeur, tout ça, ce sera public, et les membres de la Commission ont déjà le rapport, mais en tout cas, dans son dernier rapport, le rapporteur spécial propose de se limiter aux principes généraux du droit universel et de ne pas toucher aux principes généraux de droit de nature régionale, alors même que dans son rapport, il rappelle qu'il existe dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une référence aux principes généraux de droit européens, que vous avez dans la Charte des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine une référence aux principes généraux de droit reconnus par les États africains, et que vous avez la même chose, par exemple, dans la jurisprudence de la Cour de justice des Caraïbes, qui reconnaît qu'il y a des principes généraux communs à la communauté des Caraïbes. Tout ça existe, mais le rapporteur spécial propose que la Commission se limite simplement aux principes régionaux applicables au plan universel. Donc vous le voyez, la Commission, dans un grand nombre de situations, va simplement se concentrer sur les règles et les principes universels et ne voudra pas regarder ce qu'il en est des pratiques régionales sur ces différents sujets. Ce que va faire en revanche de plus en plus la Commission, et ce sera mon tout dernier point, c'est de s'appuyer sur la diversité régionale au soutien de l'universalisme. La démarche est différente de la précédente. Ici, il ne s'agit plus de s'intéresser sur le régionalisme comme régionalisme. Il s'agit de s'attacher à garantir que le droit international que l'on va codifier ou que l'on va développer progressivement est représentatif des tendances régionales. Autrement dit, le régionalisme va permettre de contextualiser le droit international. Il ne s'agit donc plus ici de voir si le droit international se divise en régions, mais en sens inverse, s'il représente bien toutes les régions, et de ce fait, s'il a véritablement un caractère authentiquement international. Alors, cela se retrouve aujourd'hui dans deux types de situations. Je commencerai par la première, qui est la moins fréquente, mais qui est quand même assez marquante, je trouve, ces dernières années, et qui consiste en la chose suivante. Dans certains travaux, la Commission va appuyer une pratique régionale en voie de formation, et cette pratique régionale va, du même coup, grâce au relais du travail de la Commission, s'étendre à d'autres régions dans le monde et assez rapidement devenir universelle. Au fond, ici, le travail de la Commission sert de catalyseur au développement du droit international universel, et cela se fait à la base à partir d'une nouvelle pratique régionale dont on espère qu'elle va se généraliser. Ce fut le cas très récemment, vraiment très récemment, dans le cadre des travaux consacrés à l'élévation du niveau des mers et le droit international. Il y a quelques années, les petites îles du Pacifique ont amorcé une nouvelle pratique régionale qui consiste à dire que lorsque les mers montent et que certains territoires terrestres sont partiellement ou totalement engloutis, eh bien, il faut que les délimitations maritimes existantes demeurent telles qu'elles sont. C'est ce qu'on appelle le principe du gel des délimitations maritimes. Certains États, comme les États-Unis, ont immédiatement réagi à cette pratique en disant qu'elle était contraire à leur propre pratique et contraire au droit international. La Commission du droit international s'est emparée du sujet, a appuyé cette pratique régionale des îles du Pacifique, si bien qu'en quelques mois, entre deux sessions de la Commission, les États qui avaient opposé des résistances à cette pratique régionale ont fini par l'endosser. Et vous avez notamment une déclaration très ferme des États-Unis qui a dit « Nous tenons compte de cette nouvelle pratique, nous changeons notre propre pratique nationale et nous allons désormais suivre la même pratique que la pratique des îles du Pacifique. » La France a fait la même chose, les Pays-Bas ont fait la même chose, et je pourrais multiplier les exemples.
Donc un exemple très intéressant où une pratique localisée va, par l'intermédiaire du travail de la Commission, rapidement devenir une pratique authentiquement universelle. Dans un second type de scénario, qui est lui plus fréquent aujourd'hui, la Commission va estimer qu'il n'est pas possible de codifier ou de consacrer une règle de droit international générale si elle n'est pas représentative des régions. Plus précisément ici, la Commission va estimer que non seulement une pratique doit être générale au plan international pour être consacrée comme règle internationale générale, mais en plus de ce critère de la généralité de la pratique nationale, cette pratique doit se retrouver dans plusieurs régions du monde. On a donc instauré récemment au sein de la Commission un véritable critère autonome de représentativité régionale. Et ça, c'est assez nouveau en réalité. On le retrouve dans 4 projets adoptés par la Commission. En 2021, la Commission a adopté un projet sur l'application provisoire des traités. Comment est-ce qu'on peut appliquer provisoirement un traité ? En annexe de ce projet, vous avez une liste de clauses types qu'on trouve dans la pratique conventionnelle. Et la Commission a tenu à insister sur le fait que les exemples de cette liste d'exemples, de clauses types, eh bien, ces exemples, dit la Commission, ont été délibérément choisis de manière, je cite, à refléter la diversité régionale. Donc on a été attentif du côté de la Commission à trouver des exemples de pratiques conventionnelles en matière de traités dans les différentes régions du monde. Deuxième exemple, dans le projet de 2022 que je citais tout à l'heure, sur les normes impératives du droit international général, le jus cogens, l'ordre public international, les normes qui ne souffrent aucune dérogation. Le projet de 2022 indique que pour qu'une norme soit qualifiée de norme impérative à laquelle aucune dérogation n'est permise, il faut qu'elle soit reconnue et acceptée par une majorité très large et représentative des États. Et dans le commentaire de cette disposition, la Commission indique que l'adjectif représentative indique que l'évaluation doit être non seulement quantitative, un grand nombre d'États, mais aussi qualitative. L'acceptation et la reconnaissance de ces normes doit se faire, elle doit exister dans une très grande diversité de régions, cultures et systèmes juridiques. Donc il faut une diversité culturelle, une diversité de systèmes juridiques, common law, civil law, droit islamique, mais aussi une diversité au niveau des régions. Et le commentaire précise encore que cette formule-là indique qu'il ne suffit pas de prouver qu'un principe existe dans les systèmes appartenant à plusieurs familles de droit, droit civil, common law, droit islamique. Il est également nécessaire, c'est un critère additionnel, de montrer que ce principe est largement reconnu dans les différentes régions du monde. On retrouve, troisième exemple, la même idée dans le projet actuel sur les principes généraux du droit international. Selon la conclusion 5 de ce projet, il est prévu que pour déterminer l'existence d'un principe commun en différents systèmes juridiques du monde, il faut procéder à une analyse comparative des systèmes juridiques nationaux. L'analyse comparative doit être large et représentative. Elle doit inclure les différentes régions du monde. Donc on retrouve toujours ce critère régionaliste qui est explicitement annoncé par la Commission. Quatrièmement et enfin, dans les travaux en cours sur les moyens auxiliaires de détermination de règles de droit, alors c'est une formule un peu barbare, les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, cela vise l'usage de la doctrine et de la jurisprudence pour identifier le droit international. Eh bien, dans ce projet en cours d'adoption par la Commission, on retrouve la même idée. La Commission dit la chose suivante, il faut, pour déterminer le droit international, prendre en compte la doctrine des auteurs, notamment celle qui reflète les points de vue concordants de personnes ayant une compétence en droit international et représentative des différents systèmes juridiques et régions du monde. Il faut non seulement des personnes de la doctrine qui représentent les systèmes juridiques, mais aussi qui représentent les régions du monde. Donc il y a un aspect beaucoup plus identitaire ici, à travers ce critère. Dans le commentaire, la Commission précise que cela vise à garantir que la diversité des points de vue de la doctrine soit pleinement prise en considération pour déterminer les règles de droit international. On retrouve ici quelque chose que je disais en introduction, cette volonté de démocratiser le droit international. Il ne faut pas citer que les grands auteurs anglophones ou francophones, il faut faire l'effort d'aller trouver les grands auteurs en Afrique, en Asie
etc. Il en va de même pour les décisions des juridictions, l'usage de la jurisprudence pour identifier le droit international. Alors, je vais finir par cette citation qui est un peu longue, mais qui me paraît très caractéristique aujourd'hui de l'état d'esprit au sein de la Commission du droit international. La Commission, je cite, souligne que le degré de représentativité des décisions des juridictions est une considération importante dont il faut tenir compte. Bien trop souvent en pratique, les décisions de certaines juridictions de certaines régions se voient accorder une priorité à l'exclusion d'autres juridictions. Là, c'est une critique voilée contre les internationalistes. Trop souvent, vous n'allez voir que les jurisprudences du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France. Il faut ouvrir votre spectre. Allez voir la jurisprudence de tous les pays du monde, de toutes les régions. La citation poursuit. Cette manière de faire, donc ne regarder que les jurisprudences de certaines régions, peut avoir pour effet fortuit de compromettre l'acceptation du droit international au niveau mondial. Autrement dit, si vous, les juristes, vous ne regardez que la jurisprudence des grandes puissances occidentales, ne vous étonnez pas qu'ailleurs dans le monde, en Asie, en Amérique, en Afrique, on n'ait pas un sentiment de légitimité du droit international. La citation poursuit, de l'avis de la Commission, il ne faut ménager aucun effort pour utiliser un ensemble représentatif de décisions de juridiction émanant des différents systèmes juridiques et régions du monde et rédigées dans différentes langues. Cela contribue à renforcer la légitimité et le développement d'un droit international applicable réellement universel. Et cette citation-là, elle traduit vraiment aujourd'hui l'état d'esprit au sein de la Commission. Mes collègues qui ne sont pas européens ou occidentaux sont de plus en plus revendicatifs sur ce point. Il faut universaliser la manière dont la Commission fabrique le droit international. Il est temps de conclure, 16h31. Unis dans la diversité, cette expression banale a pris tout son sens depuis 1945 dans les travaux de la Commission. Le droit international général ne s'oppose pas au régionalisme juridique, il se construit sur eux, attentif à se reposer sur la diversité régionale existante, en tout cas autant que possible. Alors bien entendu, la recherche de la représentativité régionale, qui est devenue au sein de la Commission aujourd'hui un critère à part entière pour tester l'existence et la légitimité du droit international, peut parfois jouer comme un frein au développement du droit international. Si chaque région a son mot à dire, le risque est que l'on doive s'aligner sur le plus petit dénominateur commun, au risque d'un trop grand conservatisme. Mais je crois que dans une société internationale de plus en plus diverse et fracturée, il faut saluer et encourager les efforts entrepris pour assurer une forme de représentativité régionale du droit international et s'efforcer de construire un droit international aussi inclusif que possible, même si cela rend l'exercice de codification et de développement du droit international de plus en plus exigeant, de plus en plus compliqué parfois, lorsqu'on est de longues semaines à Genève enfermé dans une pièce, un peu frustrant. L'équilibre entre universalisme et régionalisme que la Commission a réussi au fil des années à établir me paraît un bien précieux qu'il faut défendre et sauvegarder, tout particulièrement dans les moments difficiles que traverse actuellement la société internationale, qui est plus que jamais, malheureusement, confrontée au risque d'en revenir aux divisions du XIXe siècle et d'enterrer les aspirations et les idéaux d'universalisme, d'égalité et de coopération dont les Nations Unies doivent absolument demeurer les défenseurs et les garants. Je vous remercie.